Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler des Denver Nuggets. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, la saison avance et c'est vrai qu'il y a une équipe qui apparaît un peu comme un espèce de gros point d'interrogation dans les teams qui sont, on va dire, dans le top 7, top 8 de la NBA, dont on a un peu du mal à savoir si c'est un vrai contender, si c'est plutôt un challenger auquel il faut faire attention, ou si même en fait peu d'espoirs sont à mettre dans cette équipe. C'est le champion, pas en titre, mais c'était le champion d'il y a 2 saisons, c'est les Denver Nuggets, dont la saison avance de façon un peu étrange, et on voulait prendre le temps pour pouvoir justement parler de cette équipe-là, essayer de mieux comprendre ce qui s'y passe, et essayer de se demander si Denver en fait est encore un contender dans ce contexte-là où finalement les résultats sont tantôt très bien et tantôt beaucoup moins bien. Et vous en avez l'habitude, quand on parle des Denver Nuggets, je crois qu'en plus je te présente à chaque fois de la même façon quand on parle de Denver. On est avec Jérém. Salut Jérém. Salut Ben. Écoute, t'as raison. En vrai, je trouve que, tu sais, on dit souvent que c'est un marathon la saison régulière. Et il y a des équipes, je trouve que ça se justifie pas toujours. Mais là, cette saison de Denver, on est clairement dedans où t'as l'impression que, ouais, c'est pas linéaire du tout. Et tu passes ton temps à changer un peu d'avis sur la question de où se situe l'équipe. Et ouais, c'est intéressant parce que là, on est en pleine période où on a vu tout ce contenu autour du plan de JJ Redick, autour de Nikola Jokic et tout ce que ça peut remettre en question. Et je trouve que ça tombait à pic pour discuter à la fois de l'effectif et aussi de où se situe Denver maintenant avec ce type de problème que ça pose, quoi. Alors vous en avez l'habitude, quand Jérém parle de Denver, les choses peuvent un peu le prendre à cœur. Donc si vous l'entendez taper sur la table, je me chargerai de lui dire d'arrêter. T'as déjà commencé là? T'as déjà commencé, ouais. Ouais, c'est parfait. Mais je me chargerai de lui dire d'arrêter. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on puisse vous parler dans un premier temps de l'effectif en fait. Parce que l'effectif il est assez bizarre. À la fois, vous allez avoir des gens qui vont vous dire qu'il manque cruellement de talent, d'autres qui vont vous dire qu'en fait il y a du talent, mais que c'est peut-être plus une question de complémentarité. Donc on s'est dit que on est autour des 60 matchs là, donc on a une vraie vision sur les joueurs et sur la qualité de leur saison. Donc on devrait pouvoir vous en dire 2 mots sur la question à la fois des profils, de ce qu'ils donnent et de la qualité de leur saison. Et après, on passera dans une partie qui est un peu plus sur le concret du jeu. C'est-à-dire, quand on regarde jouer cette équipe de Denver, à quoi ça ressemble et quels sont à la fois ce qui fonctionne, mais aussi les limites quand on essaye de mettre justement tous ces profils-là et tous ces joueurs ensemble. Jérém, je sais que toi, tu as un avis un peu sur cet effectif et que tu es un peu à rebours de ce qu'on peut entendre parfois sur la qualité de l'effectif. Ouais, en fait, l'idée c'est que j'ai l'impression, notamment en me baladant sur Twitter, qu'il y a vraiment des avis très très polarisés sur la qualité de l'effectif de Denver. C'est-à-dire qu'on peut autant lire qu'en fait c'est un effectif très qualitatif qui aujourd'hui ne s'en sort pas trop plus pour des problèmes défensifs ou pour des problèmes structurels globaux qu'on va aborder. Et puis il y a aussi des avis qui les voient un peu comme, ok, Jokic il porte à bout de bras l'effectif, ce qui est factuellement un peu vrai parce que l'équipe elle a du mal sans Nikola Jokic, mais que du coup finalement ouais, sans Nikola Jokic cette équipe elle serait 15e ou 14e à l'ouest. Et en fait les deux choses peuvent être vraies, mais il y a aussi l'idée que je pense que on dit beaucoup que cet effectif il est dépeuplé et que c'est pas le cas du tout. Au contraire, je pense que c'est un effectif qui a quand même beaucoup de talent et beaucoup d'atouts. Et du coup, je trouvais ça cool qu'on démarre ce podcast en faisant un peu un tour d'horizon de cet effectif et en essayant aussi de voir pourquoi il y a des avis assez négatifs dessus peut-être oui pour voir qu'en fait il est beaucoup plus profond que beaucoup de gens pensent. Quand Denver est champion il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça fera une piqûre de rappel, mais ce qui était notable dans cet effectif, c'était notamment la qualité du 5 majeur, qui était vraiment le point d'appui sur lequel justement Mike Malone pouvait s'appuyer. Ce 5 majeur, il a changé, puisque cet été, KCP est parti à Orlando.
et qu'il a été remplacé par Christian Brown, qui a un profil de joueur un peu différent pour le coup, et sur lequel je pense d'ailleurs ça peut être intéressant qu'on prenne un petit temps. Mais peut-être juste pour cadrer, parmi les 20 line-up qui ont joué plus de 200 minutes cette saison, ce line-up là avec Murray, Brown, Porter, Gordon et Jokic, c'est le 5e meilleur line-up de la NBA. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en fait élites sur leurs 5 majeurs, d'autant que quand on sort Gordon et qu'on le remplace par Westbrook, puisque Gordon a été beaucoup blessé, c'est le 7e. Donc il y a toujours cette idée que le 5 majeur fonctionne très très bien. Toutefois, ce 5 majeur, il vous propose un net rating de plus 9,9. Donc je ne vous redis pas ce qu'est le net rating, la différence entre les points marqués et les points encaissés. Bah, du coup, je le redis. Ce qui est vraiment très très bon. Mais il y a 2 ans, ils étaient quasiment à plus 14 en fait sur leur top line-up. Et donc, c'est déjà le premier élément qu'il faut avoir en tête. C'est que cette équipe qui s'est toujours construite sur un 5 majeur, en fait, all-time, hein, c'est même plus qu'élite, c'est all-time, il est peut-être passé, en tout cas d'un point de vue statistique, de all-time à juste élite. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau 5 majeur ? Alors, effectivement, la perte de KCP, ça veut dire que tu perds 2 éléments majeurs, en tout cas chez lui. Un, c'était le fait que c'est un shooter à 3 points d'élite, ce qui contribuait très très bien au spacing des Nuggets. Et puis, il y avait défensivement le fait que c'est probablement un des meilleurs défenseur sur point of attack quand il s'agit de traverser des écrans et du coup de protéger une défense. Et là-dessus, j'ai l'impression que c'est quand même une perte assez notable. Il y a un point par contre dans ce que tu dis qui je trouve être intéressant, c'est qu'en fait tu vas chercher des line-up à plus de 200 minutes. Donc je sais pas le minutage de l'équipe avec Aaron Gordon cette année, mais l'année dernière, il me semble qu'à la fin de saison, c'était l'effectif qui avait le plus joué ensemble avec presque 1600 minutes ensemble. Et en fait, je pense que cette année, on arrivera à beaucoup moins parce que c'est une saison très compliquée pour Aaron Gordon. Et je pense, et on va reparler, que la version d'Aaron Gordon de cette année, autant offensivement, c'est plutôt très bien, autant défensivement, on sent que les blessures le gênent. Et c'est pour ça qu'il fait une saison à trous où il joue un match, il en manque 2, puis il en rejoue 2, il en manque 2. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Et effectivement, du coup, l'effectif est un peu moins structurellement, on va dire, parfait. Ouais. Et en plus, il y a un peu des méformes qui n'aident pas. En tout cas, la méforme d'Aaron Gordon qui n'aide pas, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais regardé, je me refais le filtre du coup, comme tu me poses la question sur le site de la NBA, mais de mémoire, ils sont quand même à beaucoup de minutes en fait joués ensemble, ce qui montre à quel point, quand Aaron Gordon est disponible, Mike Malone mobilise énormément ce 5 parce qu'il a confiance dans ce 5 pour le coup et qu'il est, on le sait, hein, il est pour le coup très fonctionnel. Ils sont à 360 minutes ensemble. Ce qui est quand même assez haut en fait. Pour le coup, c'est par exemple plus que le 5 majeur de Milwaukee, pour te donner un ordre de comparaison, ou c'est plus que le 5 majeur de Boston. Pour le coup, donc ils arrivent quand même à accumuler pas mal de minutes. Je trouve que ce qui est marrant en fait autour de ce 5 majeur, c'est que je pense qu'il est plus talentueux qu'il ne l'était avec KCP. En revanche, il est probablement un peu moins complémentaire. Et ça se traduit dans la façon dont doivent jouer ces joueurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous regardez les zones naturelles, moi j'aime bien regarder ça, les zones naturelles de jeu des joueurs. Parce que souvent les joueurs, on se dit, ils ont telle et telle qualité, on va pouvoir un peu en faire ce qu'on veut, comme si on était face à des Legos. Sauf que la réalité, c'est que c'est assez compliqué de faire des ajustements, de demander à un joueur de s'ajuster. Et donc la question des complémentarités sur les tendances naturelles des joueurs, elle est assez importante. Et si tu regardes, Jamal Murray, en fait, c'est plutôt un joueur de mi-distance, 3 points pique, on va dire. Lui, pour le coup, il n'y a pas eu trop d'ajustements qu'il y a eu à faire dans son jeu. Il joue un peu comme avant. Christian Brown, qui est le grand changement. Lui, c'est plutôt, moi, je trouve, un avaleur d'espace, un joueur d'intervalle, qui est très complet, un peu all-around, mais c'est là, pour le coup, une grosse différence d'avec KCP, qui était vraiment un joueur qui jouait au périmètre et qui, du coup, assurait un peu le spacing. Michael Porter Jr., joueur de périmètre, c'est resté un joueur de périmètre. Et en fait, la perte de spacing que tu as avec KCP, elle s'est plutôt concentrée autour de Gordon et Jokic qui, eux, pour le coup, jouent un peu, pas à contre-emploi, mais se forcent pour s'adapter et faire des ajustements. Aaron Gordon, qui est un vrai joueur de peinture et de cut, est en train presque de devenir un joueur de shoot à 3 points, avec un gros volume de tir à 3 points. Et Nikola Jokic, qui est un joueur de peinture et de poste haut, a rajouté un vrai volume sur de l'espace pris à 3 points. Et donc, quand tu demandes à des joueurs de s'ajuster par rapport à leur tendance naturelle, ça peut marcher, mais moi j'ai tendance à penser que ça peut vite être fragile, tu vois. Et on va le voir après sur les éléments de jeu, je pense.
Alors, il y a plein de points dans ce que tu dis. Déjà, le premier sur lequel j'arrive à m'attarder, c'est qu'effectivement, il y a la notion de zone de jeu et que KCP, c'était vraiment un joueur, soit effectivement, tu allais le chercher pour du tir à 3 points, catch and shoot. Et généralement, quand tu essayais de l'impliquer un peu balle en main, c'est un joueur qui allait jamais driver et qui allait généralement pull-up. Là, avec Christian Brown, tu es carrément sur un joueur, lui, qui n'a pas envie de pull-up et qui même va plutôt avoir tendance, balle en main, à refuser un tir ouvert et à essayer de générer un drive. Donc effectivement, il y a un peu cette notion que le spacing en prend un coup. Par contre, et là aussi je suis d'accord avec toi, je pense qu'offensivement, Christian Brown est un bien meilleur joueur que KCP. En tout cas, c'est un joueur qui est beaucoup plus talentueux. Et franchement, sa saison, si vous ne l'avez pas suivi, pour moi, par exemple, dans ce trophée du MIP, qui est un peu un trophée, je trouve, un peu à la con, surtout depuis quelques années, en vrai, il correspond vraiment à la définition originelle du trophée et sa saison elle est absolument incroyable parce que c'est un énorme valeur d'espace, qu'il a un moteur offensif surtout, alors offensif défensif mais sa saison est un peu décevante en défense, il a un moteur offensif assez fou donc il a vraiment transformé l'équipe en transition, il a contribué en tout cas avec Westbrook et d'autres joueurs à la transformer en transition et puis dans ce jeu de coupe dans lequel Jokic excelle pour trouver les joueurs, je pense que c'est pas loin d'être le meilleur joueur de l'équipe cette saison pour Denver. Euh, je suis d'accord aussi que du coup Jokic et Aaron Gordon ont un petit peu changé leur jeu. Euh, Même si je pense qu'en réalité la grosse différence cette saison avec ce duo, elle est défensive. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais Gordon, effectivement, on le disait au début, physiquement c'est plus difficile et je trouve que ça se sent. Il est moins mobile, il est plus lourd, il fait un moins bon travail au box-out. Et il y a surtout Nikola Jokic qui, je trouve, fait vraiment sa pire saison défensive depuis très très longtemps. Et autant on a vu des saisons où on lui reprochait sa défense et où je trouvais que c'était un petit peu injuste, autant cette saison, effectivement, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de déchets, quoi. Je trouve que sur Christian Brown, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, c'est un gars. Tu vois que quand il l'utilise dans un rôle de spot-up, un peu comme pouvait être KCP, il a largement le niveau pour le faire. Il pourrait être ce joueur-là, en fait. Et donc, la question que tu te poses vite autour de lui, c'est est-ce que tu en fais le joueur dont l'équipe a besoin? Ou est-ce que tu te dis plutôt non, en fait, son plafond, il est trop haut pour se contenter de ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt là-dessus. Parce qu'il est tellement capable d'apporter par ailleurs sur de la prise d'inter. Tu vois, il me fait penser, moi, beaucoup à Derrick White. Tu vois, en plus, alors avant le podcast, on parlait de Boston. Et alors là, pour moi, c'est vraiment un compliment de dire qu'il fait penser à Derrick White avec en plus un plus gros moteur de contre-attaque. Peut-être moins fort en défense, mais un plus gros moteur de contre-attaque. Et Un bon shooter aussi, mais... ouais, mais c'est plutôt un bon shooter quand même. Il est quand même plutôt fiable, Christian Brown au shoot, mais c'est pas un joueur très attiré par le shoot à 3 points. Et donc, tu as ce truc-là un peu de est-ce que tu en fais le joueur dont l'équipe a besoin, ce qui pourrait permettre, tu vois, à Gordon et Jokic d'être un peu plus sur leur zone naturelle, ou est-ce que tu le laisses se développer, sachant que de toute façon, c'est très compliqué d'empêcher un joueur de se développer, quoi. C'est ce qu'on disait avant, quoi. Ouais, après, moi je pense que une des réponses à cette question, il y a quand même l'idée que cette équipe de Denver, elle est extrêmement modulable parce que Nikola Jokic est un joueur qui peut s'adapter à tout offensivement. Et effectivement, moi je suis un peu dans la même, en tout cas aligné avec ce qu'est en train de faire Denver, de se dire, en fait, laissons-le jouer son jeu. Et enfin, le plafond a l'air extrêmement élevé et je crois que c'est un ressenti qu'on a tous eu un peu depuis qu'on l'a vu jouer dans sa saison rookie. C'est que ouais, c'est un joueur, même s'il est arrivé tard en NBA, en fait, la marge de progression elle est énorme. Et là, cette saison, il est complètement en train de valider ce point-là, quoi. Tout à fait, ouais. Et sur la partie Gordon Jokic défensive, je rajoute pas grand-chose. Moi, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, j'ai prévu d'en reparler plutôt sur le jeu, sur les questions de jeu, mais effectivement, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur la défense de Jokic, qui pendant longtemps a été compensée par Gordon, qui était vraiment élite de chez élite. Il l'est peut-être un peu moins, mais même Jokic en lui-même fait une très mauvaise saison défensive, mais on peut en reparler après. Et après, se pose la question de est-ce que cet effectif est deep ou pas, qui est une question que toi, t'aimes bien traiter, pour le coup, quand on parle de Denver, et t'en penses quoi? Alors, il y a eu deux phases pour moi dans la saison. On a fait un podcast, toi et moi, après, je sais pas, peut-être 2, 3 semaines de compétition, où j'étais assez inquiet justement de ce point de vue-là. Et puis, se sont passées 2, 3 semaines encore supplémentaires, et j'avais fait un article où justement j'étais un peu allé à contre-courant des critiques qui étaient faites sur cette équipe de Denver, que beaucoup voyaient complètement s'effondrer et éventuellement être une équipe de play-in. Et en fait, plus la saison avance, et plus j'ai l'impression que ouais, se confirme cette idée que non, en fait, cette équipe de Denver, on peut reprocher beaucoup de choses à Calvin Booth, mais en fait, il a quand même un flair pour la draft qui est assez exceptionnel.
Et même si cette équipe, elle n'est pas encore prête et que sa profondeur, elle n'est pas encore peut-être au niveau où tu voudrais pour pouvoir jouer le titre, le fait est que tu as quand même beaucoup de joueurs utilisables et qui t'apportent, malgré les défauts structurels de l'équipe, ouais, une vraie capacité d'adaptation et une vraie profondeur quand tu as des blessures qui arrivent. Euh, alors, peut-être qu'on peut commencer par un premier point que je t'avais proposé. C'était un des points qui fait grincer beaucoup de dents. C'est un peu l'utilisation de DeAndre Jordan depuis le début de saison, associé à Russell Westbrook souvent, qui là, pour le coup, tu as deux joueurs qui sont dans les 36-37 ans, dont un, DeAndre Jordan, dont on a un peu la sensation que ça fait depuis longtemps que c'est compliqué, quoi. Donc je sais pas déjà toi quelle position tu avais par rapport au fait que ce DeAndre Jordan là il puisse passer dans la rotation devant notamment un Zeke Nagy dont on va reparler après. En fait, je trouve que DeAndre Jordan sort d'une saison où il était pas si mauvais. J'ai plutôt bien aimé, moi, sa saison dernière. Elle m'a plutôt étonné. C'est étonnant d'ailleurs de voir à quel point ce mec qui est rentré en NBA avec des limites cognitives et d'IQ assez importantes. Je l'ai comparé, je crois dans la semaine, j'ai comparé Kelly Ware avec DeAndre Jordan en disant que je voyais les mêmes défauts chez les deux à leur arrivée. À quel point il a réussi à devenir avec le temps un joueur hyper cadré, hyper rigoureux et qui fait exactement ce que tu attends de lui sur les minutes où tu l'attends avec le niveau qu'il est capable de faire. Et j'avais bien aimé sa saison dernière. J'ai pas spécialement l'impression que son niveau ait baissé cette saison. En revanche, ça va rejoindre ce que tu dis, ce que je ne m'attendais pas, c'est à ce que Nagy soit aussi bon quand il joue. Et donc, tu vois, je pense que c'était pas simple non plus pour Mike Malone là-dedans, parce qu'au final, t'as DeAndre Jordan qui fait plutôt pas mal de taf, qui baisse pas trop en régime. Et donc souvent, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que le mec derrière, il faut qu'il profite d'un moment pour jouer. Sauf que Nadji a été énormément blessé, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a perdu sa place il y a 2 ans. Donc j'étais plutôt comme ça, tu vois, moi, par rapport aux deux là. Alors moi, j'avoue que quand la première saison de DeAndre Jordan à Denver, je l'avais trouvé catastrophique. Vraiment, je le trouvais désastreux et je me disais, ok, ils l'ont pris parce qu'il y a un peu ce truc de, bon, bah voilà, tu cherches des vétérans, t'as envie d'avoir un peu des voix dans le vestiaire, ce qui probablement joue un rôle. Et l'année dernière, je trouvais ça beaucoup mieux. Et cette saison, je suis d'accord qu'il n'a pas vraiment baissé de régime. Il y a des trucs qui t'apportent déjà offensivement où en fait, il peut t'apporter des séquences de scoring dans une équipe qui est plus trop fruste sans Jokic, qui fait que bah ouais, en fait, tu étais content de l'avoir par moment. Il y a quand même le fait que bah, si tu commits un peu trop, par exemple, s'il joue en pick and roll sur le porteur de ballon, ça reste un rebondeur offensif absolument incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté, ok, la plupart du temps, par contre, c'est à peu près ce que tu as de lui. Et défensivement, c'était plutôt très mauvais. Et il y avait un peu une idée de, bah ok, mais t'as quand même derrière des mecs que tu as envie de développer. Et là, au moment où nous on fait le podcast, il a joué plus de 500 minutes cette saison. Et c'était un peu bizarre de pas voir des mecs jeunes comme Zeke Nagy, dont tu savais qu'il était utilisable, complètement sortir de la rotation alors que tu l'avais re-signé pour 4 ans il y a un an, quoi. Parfois, tu as un peu cette impression avec Mike Malone qu'il va privilégier une forme de stabilité comme s'il avait peur que son équipe descende de niveau parce qu'elle est sur un fil, plutôt qu'être un coach, tu vois, un peu ambitieux qui se dit non mais en fait on est capable de faire mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors j'avais prévu de pas mettre de tacle à Mike Malone, mais j'en profite parce que il y a une déclaration qu'il a faite. Non, mais après, il y a eu une série de 2 matchs contre Portland où Denver était assez diminué par les blessures et où du coup il a fait revenir dans la rotation donc 2 joueurs dont on va parler après, hein, donc qui sont Zeke Nagy et Jalen Pickett. Et il avait déclaré un peu, oh là là, en gros, je fais jouer des gars que j'aurais jamais pensé faire jouer ensemble. Voire entre guillemets faire jouer tout court parce que c'est 2 joueurs pour le coup qui sont plutôt réclamés par les fans de Denver depuis 1 an et demi et qui peinent à faire une place dans la rotation. Et c'est vrai que Zeke Nagy, t'en parlais, voilà, c'est un mec qui a eu des blessures et il y a eu le fait qu'il était arrivé un peu comme un genre de stretch fort et une blessure à l'épaule fait qu'il avait changé sa mécanique de tir et que d'un coup on l'avait utilisé comme un genre de 5 capable de switch à qui on disait bon maintenant à part faire du dunk tu vas plus faire grand chose. Et en fait, là, on le revoit déjà aligné aux côtés de Jokic par moment, ce qui l'aide beaucoup parce que bah, il est trouvé dans des positions favorables, mais en plus, on le revoit shooter. Et c'est vrai que on avait un petit peu abandonné en se disant, bon, bah, vaut mieux le trade plutôt que de le laisser mourir sur le banc. Mais en fait, Zeke Nagy, c'est un très bon joueur qui, effectivement, quand tu le positionnes en 4 et que tu utilises sa mobilité et que tu utilises son shoot, qui d'un coup devient, bah, te donne une flexibilité assez dingue en fait, que ce soit avec Jokic ou sans Jokic, où du coup tu peux faire jouer des line-up sans véritable intérieur, enfin en tout cas sans véritable pivot,
mais qui peut switch sur n'importe qui et qui reste assez costaud face à des intérieurs, quoi. D'autant que tu as toujours ce besoin côté Denver de trouver ce mec polyvalent, cet intérieur polyvalent qui va stabiliser un peu ta défense, qui est à la fois capable de switch et de faire de l'aide un peu en roamer si jamais le besoin est. On l'avait vu l'année dernière avec Peyton Watson qui jouait un peu ce rôle-là et plutôt bien. Et effectivement, Najee arrive à le faire cette année. Sur l'association, toi, Westbrook et DeAndre Jordan, tu m'as demandé mon avis, mais je t'ai pas demandé le tien. Toi, t'en penses quoi? Bah, j'en pense. Alors, j'en pense que en 2025, c'est pas possible. Russell Westbrook fait une saison qui, je pense, fait plaisir à beaucoup de gens, notamment ses fans qui étaient un petit peu déçus, voilà, de le voir dégringoler. Mais n'empêche que aujourd'hui, Russell Westbrook sans Nikola Jokic, ça ne marche pas, et donc l'association Westbrook-DeAndre Jordan, elle était relativement, voire assez désastreuse sur l'ensemble de la saison. Et donc, ça faisait partie des points de frustration du fait que tu te dis, mais enfin, combien de temps les Nuggets vont accepter de perdre aussi largement leurs minutes en proposant quelque chose qui de toute façon tu sais d'emblée que ça ne marche pas. Et du coup c'est vrai que voilà, les dernières semaines font plutôt du bien parce que DeAndre Jordan est sorti de la rotation et t'as quelque chose de nouveau et qui a l'air de mieux fonctionner pour des raisons qui ne sont pas liées que en fait à ce duo, mais notamment aussi au retour de Jamal Murray d'un tout autre calibre depuis quelques mois, quoi. Ouais, c'est d'autant plus frustrant ce qu'on vient de dire, c'est qu'en plus vous avez toujours la même marge que vous avez toujours eu contre les petites équipes. Et c'est dommage de pas le mettre à profit pour tester des choses sur la rotation, quoi. Pour le coup, parce que ça, pour le coup, ça a pas disparu. Moi, sur la partie deep, en fait, je trouve que cette équipe, elle a toujours fait le choix de drafter et de recruter plus au talent qu'au profil. Ça a toujours été un peu la ligne directrice de cette équipe-là, c'est-à-dire la draft sert à chercher un maximum de talent, puisqu'à chercher un profil qui viendra compléter ce dont on a besoin. Et en vrai, sur la free agency, la logique, elle n'est pas très très différente. Preuve en est le recrutement de Russell Westbrook cet été, qui était le seul vrai recrutement. En tout cas, c'est surtout vrai pour la draft. Et donc, tu vois, je me suis fait une petite liste des joueurs qui peuvent jouer, des joueurs qui jouent 1, 2 ou 3 dans cette équipe, avec un gros volume. Et donc, je me suis noté qu'en fait, les 6 joueurs qui jouent le plus sur ces 3 postes-là de l'effectif, c'est Russell Westbrook, Jamal Murray, Christian Brown, Pickett, Strouser et Michael Porter Jr. Et donc, quand tu prends ces 6 joueurs-là, je vais aller regarder un petit peu leur niveau d'efficacité et leur niveau de fréquence au tir. Parce que la vraie question qui se pose quand tu fais tout au talent, c'est la question de la complémentarité. Premier élément qui ressort, tu en as que 3 qui sont au-dessus du 70e percentile à leur poste à l'efficacité à 3 points. Donc en gros, vous en avez que 3 sur 6 qui sont des vrais bons shooters. C'est Jamal Murray, Christian Brown et Michael Porter Jr. Donc déjà, ça veut dire que tu dois remplir 3 postes et faire une rotation sur 3 postes avec seulement 3 joueurs qui sont vraiment des joueurs efficaces à 3 points. Mais se rajoute à ça une deuxième difficulté, c'est que quand tu regardes la fréquence, dans ces 3-là, tu n'en as que 2 qui ont un vrai volume à 3 points. T'en as qu'un. T'as que Michael Porter Jr., qui est 50e percentile, donc qui est même pas si haut que ça, hein, mais qui est 50e percentile. Parce que Jamal Murray, il est 27e percentile. Jamal Murray est devenu un vrai joueur de shoot de longue distance. Et Christian Brown, il est 3e percentile sur la fréquence au tir à 3 points. Et donc, tu te retrouves, je trouve, sur une équation un peu impossible, qui est de créer des line-up de 3 là, sur les postes extérieurs, complémentaires en fait, et qui t'assurent du spacing. Et pour moi, c'est le principal problème de cet effectif, en fait. Denver est dernier au nombre de tirs à 3 points pris sur la saison, par une marge assez conséquente avec le 29e. C'est clairement le gros problème de cette équipe de Denver, hein. De toute façon, on le dit depuis le début de l'année, c'est que, d'ailleurs, on était assez inquiet en début de saison en se disant, mais il y a tellement pas de shooters à 3 points que cette équipe qui était une machine offensive, bah, elle va plus pouvoir en fait accéder à sa zone favorite qui est la raquette parce que tu vas tellement ignorer de shooters que bah, ça va devenir assez facile de défendre sur Denver. Alors, l'histoire a prouvé qu'ils arrivaient à trouver des solutions malgré tout, ce qui était inattendu, et on a vu des matchs où ils étaient capables de prendre 40 ou 50% de leurs tirs dans la raquette, alors que fondamentalement, tu as beaucoup de joueurs sur lesquels tu peux complètement sagoff, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, oui, ça pose des problèmes structurels, et ça pose aussi la question là-dedans d'un joueur qui est Julian Strouver. Julian Strouver qui, lui, n'est pas efficace à 3 points depuis le début de sa carrière, et pourtant quand tu vois sa gestuelle et quand tu vois en fait, la facilité qu'il a à prendre des tirs, fait que bah, pour le coup, lui, il est plutôt favorable à ton spacing, même si ça rentre pas très très bien. Je pense qu'il doit être à 33-34% sur la saison. Je me trompe peut-être.
Il Mais est du coup, 52e pourcentile, donc oui, ça doit être autour de ça, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, joueur qui est effectivement assez critiqué parce que défensivement, il est plein de compromis, hein. Malgré une bonne volonté apparente, c'est peut-être un des pires défenseurs de cette équipe. Et pour autant, là où beaucoup de gens pensent que il faudrait qu'il sorte de la rotation au profit d'autres, j'ai la sensation que en fait, tu peux pas t'en passer parce que justement, tu as cette limitation de cohérence globale de l'effectif. Et lui, en fait, il faut qu'il joue parce qu'il a à la fois cette capacité à shooter, il n'a pas peur de shooter, et il a ce truc qui, en plus, balle en main, contrairement à certains joueurs, il est capable de prendre un écran et de pull-up. Parce que ce qui manque beaucoup à cette équipe de Denver, c'est-à-dire qu'à part Jamal Murray et Russell Westbrook, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui ose faire ce genre de choses. Et du coup, Julius Strawther devient, par la force des choses, un peu incontournable dans cet effectif, même si en playoff, il risque d'être extrêmement exposé pour sa défense, quoi. Moi, ce qui m'a un peu déçu avec Strawther sur ce que j'ai vu, c'est je m'attendais, vu les besoins de Denver, à ce qu'il shoot plus à 3 points et à ce qu'il concentre plus son jeu sur le périmètre. Et finalement, c'est un joueur aussi qui aime beaucoup prendre des pics et un peu attaquer le cercle, tout en étant assez frêle. Et alors là, j'en parle souvent dans le podcast. Le combo, j'attaque le cercle et je suis frêle, ça fait toujours la même chose. C'est je fais des short pids, je fais des flotteurs. Et, Je prends pas de contact. et ouais, et pour le coup, tu te retrouves avec un joueur, tu vois, si on prend pareil, les stats, il est 56e pourcentile sur le nombre de shoots pris à 3 points et il est 80e pourcentile sur le nombre de short mid. Et donc en fait, en comparaison des autres joueurs en fait, du même profil que lui, son jeu, c'est un jeu de prise d'écran et de tentative de drive. Et tu retrouves pas le côté. Enfin, au mieux, tu aurais pu avoir du score à triple niveau. Tu vas un peu vers ça. Alors que le besoin, c'est peut-être plus un joueur de pull-up, comme tu l'as dit avec KCP, qui faisait ça pour le coup sur le pic. Et tu l'as pas trop avec lui, quoi. Alors, je te pose une question et je pense pas qu'on ait forcément la réponse, mais est-ce que finalement, euh, il a on va dire, ce comportement global offensif parce que c'est son jeu et qu'on veut lui laisser jouer, ou parce que justement, comme ça manque de porteurs de ballon, notamment quand il joue en sortie de banc autour de lui, en fait, c'est lui ta meilleure option, balle en main, pour effectivement générer du spacing pour les autres, quoi. Après, t'as quand même un peu. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est pas faux au final. Si tu sors de Jamal Murray pour aller créer un peu des trucs sur le pic, t'es vite un peu à sec. Finalement. Donc effectivement, tu es un peu obligé de lui demander, sachant que en plus de ça, il est très très peu efficace sur le pull-up à 3 points. Il est à 30%, alors avec un petit volume, mais il est à 30%. Donc ça marche pas en fait. Donc effectivement, si ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez le cercle quand vous prenez le pic, forcément. Et d'autant que, point intéressant, c'est que là, par exemple, si on regarde actuellement l'effectif, comment il fonctionne, tu te dis, en soi, il y a Jamal Murray, mais il faut pas oublier qu'on a passé quand même 1 mois et demi de compétition, où, on l'a dit en podcast, Jamal Murray ne générait plus le moindre espace. Et donc, du coup, en dehors de lui, t'avais personne qui pouvait, balle en main, prendre le relais. Et donc, j'ai du mal à juger sa saison parce que j'ai l'impression qu'il subit aussi le manque de cohérence de l'effectif. Et peut-être que oui, tu voudrais qu'il fasse plus de catch and shoot, mais t'avais pas grand monde pour le servir, quoi. Ouais, donc donc c'est exactement ça. Donc du coup, tu subis effectivement le manque de cohérence de l'effectif qui lui permet et qui fait que, enfin, de toute façon, on en revient toujours à la même chose, hein. Les joueurs, c'est tellement difficile de leur demander de faire autre chose que ce qu'est leur jeu. Parfois, on y arrive, mais notamment sur les joueurs jeunes. J'ai l'impression que sur les joueurs un peu expérimentés, c'est plus simple. Tu sais, les mecs qui ont été forts et qui après 30 ans passent un peu role player, ils l'acceptent, mais sur les joueurs, les jeunes joueurs, c'est vraiment très difficile. Et du coup, le staff récupère le spacing, et c'est là où moi je suis très inquiet pour Denver, plutôt par ses intérieurs, et qui sont un peu tous en sur-régime quand même pour l'instant. Parce que Nagy, il faut voir si ça arrive à stabiliser vraiment son tir. Même Peyton Watson, qui était pas mal blessé, son tir en fait cette année il rentre plutôt pas mal, alors que clairement là, depuis l'année dernière, c'est pas du tout l'impression que ça donnait. Bon, Gordon, il est dans une surchauffe terrible à 3 points. Enfin, 41%, ouais. Après, il est tout le temps open, hein, il est toujours pas défendu. Donc les équipes sont pas encore ajustées, Ça c'est ce aide. que je veux dire. Elles sont toujours pas ajustées à ça. Et Nikola Jokic aussi est à 44%, mais Jokic à la limite on pourrait dire peut-être ça va continuer. Mais en tout cas il y en a au moins 3 qui t'assurent du coup ton spacing, qui sont en surchauffe. Et ce qui pour moi est assez inquiétant, d'une part, mais qui comme toujours quand on est sur un fil, se traduit contre les fortes équipes, mais on va en parler après pour le coup. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire toi sur cette rotation?
Bah alors, juste peut-être aborder un joueur que j'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, c'est Jalen Pickett. Jalen Pickett qui, en fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais que Denver ne draft pas trop au besoin, mais mine de rien, Denver a quand même essayé de drafter pas mal de meneurs de jeu depuis quelques années, et aucun que les gens ont pu retenir parce que très peu ont franchi la rotation. On les a un petit peu vus l'année dernière tester un peu les trois. Alors, il y en a un, je crois que j'oublie le nom à chaque fois, donc je vais pas tenter. Et il y avait Colin Gillespie et Jalen Pickett. Et Jalen Pickett, honnêtement, pour moi, il correspond vraiment à ces mecs qui... ouais, il n'a pas un super premier pas, mais mine de rien, c'est un bon shooter, in fine. Euh, c'est un joueur qui est super intelligent et qui sait se déplacer off-ball. Balle en main, bah, il n'arrivera pas à créer de séparation, mais si tu lui donnes un pic, je trouve qu'il fait les bons choix en attaque. Et donc, il y a un peu ce côté, bah, il est arrivé tard en NBA, c'est un bon joueur. Offensivement, bah, en fait, il huile très très bien l'équipe, même s'il va pas forcément faire des grosses séquences individuelles. Et en plus de ça, défensivement, oui, tu te dis, ok, c'est un joueur qui est assez petit, il fait 1m88, mais il a une envergure, c'est une folie. Je crois qu'il est sur du 6-7 d'envergure. Et par exemple, Jamal Murray, qui est plutôt sur un. C'est quand même un grand meneur, Jamal Murray, il est plutôt sur 1m93-94. Bah, il a une envergure plus faible que Jalen Pickett. Et en fait, il est aussi utilisable défensivement. Et tu vois, on est typiquement sur le genre de cas. Est-ce que, avec un coach un peu moins, on va dire, féru de ses vétérans, il n'aurait pas déjà craqué la rotation et ça serait pas déjà un joueur que tu peux utiliser selon les match-ups et qui, bah, lui, pour le coup, et pas un mauvais shooter, donc bah, correspond à ce que tu cherches aujourd'hui. Donc voilà, sans faire un roman sur lui, faut prendre en compte dans la profondeur de cet effectif que, bah oui, il y a Peyton Watson, il y a Zeke Nagy, il y a Jalen Pickett, il y a éventuellement Julian Strover, et qu'en fait, pour moi, c'est tous des bons joueurs de basket, avec des déficits, avec des défauts, avec peut-être même des doutes des fois sur, par exemple, leur shoot à 3 points, est-ce qu'il est viable sur le long terme. Mais in fine, tu as quand même des joueurs qui, globalement, t'apportent une profondeur et une flexibilité. Ouais, puis c'est toujours pareil, c'est tout l'intérêt de la complémentarité, c'est que la complémentarité te permet de faire en sorte de mettre en avant dans de bonnes conditions les points forts de tes joueurs. Le problème de la non-complémentarité, c'est que tu vas mettre en avant les points forts de tes joueurs dans tes mauvaises conditions. Et donc forcément, tu vas avoir l'impression peut-être qu'un mec est pas très bon, alors qu'en fait c'est juste que dans ce contexte-là, c'est très compliqué pour lui d'être bon parce que les complémentarités lui permettent pas de l'exprimer. C'est ça. Meilleur exemple de ça, on en parlait dans l'après-midi, quand tu regardes le trio des Golden State Warriors, c'est assez impressionnant à quel point le Butler, Curry, Draymond, alors on n'est pas sur des role-players, hein, mais ne fait émerger que les qualités des trois joueurs dans des bonnes conditions, quoi. Je trouve que c'est assez impressionnant pour le coup. Et à quel point leur complémentarité actuelle, et on en reparlera sûrement dans un podcast à venir, permet aussi à tous les role-players de mieux jouer en fait depuis que Jimmy Butler est arrivé. Et ça, ouais, tu demandes plus à Buddy Hield d'être un porteur de ballon, ce genre de choses, et donc du coup, bah, t'obtiens des meilleures choses de leur part aussi, quoi. Ce que tu n'arrives pas du tout à faire pour le coup côté Denver, et donc là c'est bien une question... Allez, de coaching peut-être, mais déjà, je trouve de GM, quoi. C'est un souci pour moi, GM. On verra sur la partie coaching, vu qu'on va rentrer dans les éléments de jeu. Je sens qu'il trépine. Il a qu'une envie, là. De toute façon, sachez que GM, quand tu peux mettre une cartouche à McMalone, c'est jamais le dernier. Ouais, j'en profite. Ça fait, t'imagines, parce qu'il y a des gens qui se plaignent de leur coach, d'accord, en NBA, qu'ils ont depuis 2-3 ans. Mais moi qui, du coup, voilà, j'ai un peu du mal avec Mike Malone. Ça fait depuis 2018 que je lui mets de temps en temps, tu vois, des petites cartouches et ça dure, quoi. Ça fait 10 ans maintenant qu'il est coach des Nuggets. Mais tu sais, je crois qu'il y a un truc que ne peuvent comprendre, il y a un certain nombre de choses que ne peuvent comprendre que les gens qui regardent tous les matchs, quasiment tous les matchs de leur équipe, où tu auras des gens qui vont dire, ouais, non, mais en fait, vous vous trompez, il est plutôt bon. Et toi, t'as envie de dire, non, mais. Moi, je vois là, l'équipe, je la suis vraiment, vraiment. Je te dis, ok, tu vois des bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Forcément, je pense à Darvin Ham quand je te parle de ça. Oui, je savais que je savais qu'on allait venir là. Mais après, sur Mike Malone, il a fait des énormes progrès, je trouve, hein, depuis son arrivée en NBA et probablement qu'il s'est aussi mieux entouré, etc. Mais il y a un peu effectivement des développements de joueurs qui ont jamais eu lieu. Alors, il y a des périodes où tu pouvais l'excuser parce qu'il avait beaucoup trop de monde à développer, mais là, par exemple, cette saison, on a tellement, entre guillemets, ciblé le manque de profondeur des Nuggets que quand tu te rends compte qu'en fait, Zeke Nagy était toujours utilisable et que Jalen Pickett, c'était bien ce que tu pensais, c'est-à-dire un joueur qui est plutôt un bon joueur de basket, c'est assez fou de se dire que le mec qui les coach au quotidien, bah, il a attendu qu'il y ait 3 ou 4 blessures majeures pour les tenter, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est ça qui frustre, quoi. Sur les éléments de jeu, je te propose qu'on passe sur les éléments de jeu pour qu'on essaye de comprendre un peu pourquoi cette équipe à la fois fonctionne parfois
et à la fois autant de mal. Peut-être que je vais donner cette stat pour un peu cadrer notre débat. Pourquoi en fait on peut vite se poser la question de l'efficacité de Denver et si c'est une équipe qui est contender. Contre les 10 meilleures équipes de la ligue, Denver est la 20e équipe au niveau du net rating et ils sont en 3 victoires pour 13 défaites. Donc il y a vraiment un constat à faire côté Denver qui est que cette équipe aujourd'hui, quand elle joue les top équipes, elle gagne pas. Elle n'y arrive pas, elle gagne pas. Sachant qu'on enregistre, on va publier mardi, on enregistre dimanche, donc il y aura eu 2 matchs entre temps contre une top équipe, on verra ce que ça a donné. Mais en tout cas, au moment où on enregistre, on est sur ce constat-là. Et donc on voulait un peu essayer de comprendre pourquoi on en est là et s'il y a des éléments qui peuvent laisser imaginer que ça puisse être mieux. Je te propose qu'on commence en parlant d'attaque, pour le coup. Moi, j'ai un premier élément que je voulais évoquer. Donc, si ça te va, je vais prendre la main. C'est que pour moi, il y a une chose que Denver a toujours eu un space. Donc, le cœur du problème, pour moi, c'est le spacing. Hein. C'est clairement le cœur du problème. On l'a dit avant avec les complémentarités. Ça en vient à dire qu'offensivement, le problème, c'est le spacing. Et pour moi, en fait, Denver faisait une chose vraiment très bien, historiquement. C'était la capacité qu'ils avaient à ne pas subir les équipes qui voulaient laisser des mauvais shooters open pour qu'ils shootent. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose chez Denver qui était très fort. En gros, l'idée, c'est de vous dire, vous avez une équipe qui vous laisse ouvert, elle fait un pari, elle dit, vous n'allez pas mettre vos shoots. Donc typiquement, Aaron Gordon, je te laisse ouvert, tu ne vas pas mettre tes shoots. Et le pari, il est gagné ou pas, mais s'il est gagné, le vrai risque pour l'attaque, et donc l'attaque de Denver, c'était que ton joueur devenait inutilisable en fait. Parce qu'il ne met pas ses shoots, il n'est pas dedans et ça ne rentrera pas. Et j'ai toujours trouvé que Denver était très fort pour avoir une... J'ai toujours beaucoup aimé la réponse qu'a Denver à ça, qui est de dire on va quand même l'amener au cercle. Et ça, c'est un truc qui commence à se diffuser un peu partout dans la NBA, où on a eu un peu ce dogme des free and D. En fait, on se rend compte que c'est peut-être mieux d'amener ces mauvais shooters au cercle plutôt que de les laisser tirer à 3 points et de faire ce truc un peu pari. Le meilleur exemple de ça, moi je trouve, c'est Derrick Jones Jr. dans le dernier finaliste, qui pour le coup, quand il était avec Dallas, ajustement Jason Kidd, on se rappelle, la série contre les Clippers, au début il met pas ses tirs, ajustement Jason Kidd, on va réussir à le rapprocher du cercle. Et Denver a toujours super bien fait ça. Le meilleur exemple, c'est la fameuse cut d'Aaron Gordon quand Jokic reçoit la balle sur le short roll pour finir par un alley-oop. Mais pour faire ça, il faut quand même qu'il y ait de la place dans la raquette. Il faut un minimum de place dans la raquette. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Denver, par la composition d'effectifs que j'ai décrit tout à l'heure, se retrouve assez souvent dans des situations où en fait, tu as un joueur, tu as plus envie de l'avoir au dunker spot, donc Jokic va déjà avoir la balle poste haut, tu as le joueur au dunker spot, en fait c'est déjà un peu blindé dans la raquette. Ou alors pire, tu as Jokic qui est dans la raquette, tu as un mec qui drive, et donc tu as déjà 2 gars dans la raquette. Et ce truc-là qu'ils ont toujours très bien fait, eh ben, ils n'arrivent plus trop à le faire, moi je trouve, tu vois. Et donc ces non-shooters-là se retrouvent à devoir shooter. Il se trouve que ça a plutôt tendance à rentrer. Je sais pas ce que t'en penses de ce truc-là. Alors, en fait, moi je pensais que, et je pense que toi aussi, que ce problème, on allait le ressentir très très fort dès le début de saison. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En réalité, on a été plutôt assez impressionné de la capacité de Denver à continuer à maintenir cette faculté-là, alors même que tu avais Russell Westbrook qui est pour le coup un shooter, on le sait que c'est un non-shooter, et le problème il vient autant du tir à 3 points, où il fait une meilleure saison que ses précédentes, notamment parce que dans le corner il est très très chaud. Mais par contre, oui, si tu le pousses à shooter, soit il va le prendre, et si c'est pas un shoot dans le corner, ça rentre pas en général, soit, on l'a vu récemment notamment, il va s'avancer, la défense va se contracter, et lui il va prendre un mid-range, et là un mid-range de Russell Westbrook, cette saison notamment, c'est 24% au tir. Donc c'est-à-dire que quand il prend ce type de tir, c'est moins de 0,5 points par tir pris. Donc c'est cata. C'est catastrophique. Mais malgré tout, en fait, ils ont réussi à rendre tout ça efficace parce qu'il y avait un dynamisme offensif qui fait que malgré ces non-shooters, ils arrivaient systématiquement à trouver une bonne coupe, et notamment parce que Nikola Jokic, c'est probablement le meilleur joueur, enfin c'est même le meilleur joueur au monde pour arriver à trouver ce type de passe-là dans des espaces absolument ridicules. Et c'est pour ça que du coup, le plan qu'on a vu de JJ Redick, bon, vous avez forcément entendu parler parce que vous avez sûrement vu au moins une quarantaine de contenus pour parler soit des Jokic Rules, soit du plan de génie pour enfin solutionner le problème Jokic. Il pose quand même un certain problème, c'est que là, effectivement, il y a quelqu'un qui s'est dit, ok, on va faire un all-in sur Nikola Jokic de manière à pousser
les Russell Westbrook, les Christian Brown, voire les Aaron Gordon, quand ils ont la balle en main, à n'avoir rien d'autre à faire que de prendre un tir ou essayer de forcer le fait de trouver Nikola Jokic. Ce qui s'est mal passé sur les 3 équipes qu'on a vu faire cette stratégie, c'est-à-dire les Lakers, les Celtics et les Kings. Ce qui est vrai, c'est que sur ces problématiques de spacing, je reviens sur ce premier point-là, et après, je pense que ça peut être cool que tu décrives un peu ce qu'est ce plan stratégique. Ce qui est vrai, c'est que, en fait, moi, je trouve ça impressionnant à quel point l'attaque reste viable. Je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais à quel point l'attaque reste viable grâce à Jokic et grâce à son playmaking. Mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est devenu ridicule, à quel point le spacing est complètement cassé, et que lui, il continue à réussir à trouver des accès au cercle pour ses coéquipiers, mais aussi pour lui, hein, pour ses coéquipiers, mais aussi pour lui, malgré ça, en fait. Et effectivement, t'es arrivé à un moment dans la saison où tu te dis, mais en fait, le tir au cercle, ils vont le trouver. Ils peuvent être 3 dans la raquette, l'autre, il est tellement fort à la passe qu'ils vont le trouver, le tir au cercle. Alors, c'est là où qu'on va revenir sur le plan JJ Redick, hein, qui pour le coup a peut-être trouvé une forme de solution. Et en plus, ça marche quand t'es contre des équipes faibles ou moyennes. Mais contre des équipes fortes, elles trouvent quand même des solutions. Alors, pour le coup, les Lakers, ça a été tactique, ça a été vraiment tactique. Mais beaucoup d'équipes fortes, en fait, vont trouver des solutions qui sont juste structurelles, en fait. Enfin, c'est qu'à un moment donné, t'as les profils qui permettent de suivre ces trucs-là, t'as les profils qui permettent quand même de dissuader, parce que t'as une équipe super forte. Et ça vous explique aussi le 3-13, quoi. Enfin, le 3 victoires, 13 défaites, quoi. Mais effectivement, un truc que tu poses, que tu as commencé à poser, c'est cette nouvelle approche qui peut peut-être un peu s'élargir autour de la défense de Nikola Jokic. Toi, qu'est-ce que tu en as compris de ces Jokic Rules? Alors, Ou en fait, Redick pour Rules, moi... j'en sais rien, mais en tout cas, la défense de Ouais. Bah, en gros, voilà, vous avez sûrement vu parler de contenu qui allait dire, bah en fait, voilà, on retrouve avec Nikola Jokic un truc qu'on avait vu pour les immenses stars d'une NBA un petit peu passée. Bon, le plus connu, c'est effectivement les Jordan Rules des Detroit Pistons, mais des stratégies qui étaient sur des intérieurs extrêmement dominants, qui étaient, bah en fait, on va tout faire pour qu'ils aient pas la balle. Donc on va en fait les surcharger, même off-ball, on va être capable de mettre 2 joueurs sur lui avant même qu'il ait touché le ballon. Et par exemple, dans les années 80-90, ça se traduisait dans une NBA qui n'avait pas encore fait sa révolution du spacing par bah, en fait, le meneur de jeu qui avait la balle, on allait lui dire bah, vas-y, prends un tir. Et vu qu'à l'époque, on allait plutôt prendre un long mid, bah, effectivement, ça compliquait un peu la prise de position des pivots. Et je pense qu'on n'a plus vu ce type de défense depuis. En gros, le prime de Shaquille O'Neal, quoi. C'est-à-dire ce truc de, ok, on va mettre 2 voire 3 joueurs sur le mec avant même qu'il ait eu la balle. Et en fait, dans une NBA qui a fait sa révolution du spacing, normalement, tu ne peux plus le faire parce que tu as trop de shooters qui sont capables, bah ok, si tu me laisses ouvert, bah je le prends et ça va être efficace. La NBA a changé un petit peu ces dernières années et elle est un peu arrivée à un stade de, ok, peut-être qu'en fait, ça vaut le coup qu'ils les prennent quand même. Mais le fait est que voilà, Jokic, là, je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit ce type de plan à ce point exacerbé. Alors on va peut-être rentrer en détail du coup dessus, parce que je viens de faire un long tunnel, mais en gros l'idée c'est de se dire, avant même que le joueur ait le ballon, donc la position préférentielle de Nikola Jokic, hein, c'est de recevoir la balle poste bas, c'est-à-dire qu'il crée du poste bas. On le voit aussi au poste haut, mais n'empêche que voilà, c'est là où il est le plus dangereux. Et en fait, on peut juste dire pourquoi. Il est plus dangereux parce qu'il est plus près du cercle. En fait, hein, c'est ça, hein, donc, c'est pas sa vision, c'est juste qu'il est encore plus près du cercle. C'est ça, et comme il est normalement inarrêtable en 1 contre 1 au poste, effectivement, les équipes, elles doivent de suite se contracter pour essayer d'aider, et vu que c'est un excellent passeur, quand tu as du retard sur l'aide, du coup, il y a forcément un joueur ouvert. Et donc là, le plan qu'avait JJ Redick, c'est de dire, ok, en fait, je vais mettre un ailier sur Nikola Jokic, et puis je vais prendre un autre joueur et puis je vais en gros dissuader la passe. Et donc vu que Denver est une équipe qui centre tout autour de Nikola Jokic touche plus de 100 ballons par match. Donc la première idée, je pense que de ce plan, c'est de dire, déjà, il va peut-être toucher beaucoup moins de ballons et on va voir ce que l'attaque des Nuggets, elle fait dans cette situation-là. Et effectivement, vu que tu as normalement sur le terrain 2 joueurs qui sont des non-shooters, c'est viable parce que ces shooters-là, ils sont capables de faire des tirs à très faible pourcentage. Et que les Lakers, pour le coup, ont des défenseurs hyper mobiles.
est très très fort sur les close-out, donc ce qui permet de d'accepter des situations de 2 contre 3, même un peu préventives, parce que en fait ils vont tellement vite sur les rotations et ils sont tellement longs qu'ils arrivent quand même à gérer ça. Ça demande ça quand même, quoi. C'est ça. Et je pense d'ailleurs ce type de plan-là, effectivement, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui en NBA qui peuvent le tenter. Il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent réussir. C'est-à-dire que là, on a vu un stretch où on a vu les Lakers, les Celtics et les Kings avoir ce type de plan. Les Lakers l'ont très bien réussi. En plus, vu que c'était les premiers, il y avait sûrement un effet de surprise qui a pris un peu Denver de court. Les Celtics, bon, bah, voilà, c'est une défense absolument exceptionnelle. Mais par exemple, on a vu les Suns se prendre un 30-20-20 de Jokic parce que justement, ils n'ont pas les éléments pour mettre en place ce type de défense-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ajoute juste 2 choses sur ça, sur ce plan défensif. Il y a cette idée très Jordan Rolls, effectivement, de jouer très physique sur lui pour qu'il ait la balle le plus tard possible. Et donc forcément, il y a moins de temps pour opérer. Et donc ça, effectivement, c'est un truc assez classique, mais qui fonctionne. Et je pense que c'est Thinking Basketball qui expliquait ça assez justement. C'est vraiment l'envie. En fait, le raisonnement que présente Thinking Basketball, c'est de dire, en gros, si Jokic à un moment donné, il arrive dans la raquette, vous êtes mort. Donc là, on va vraiment tout faire. Ok, il peut avoir la balle, mais par contre, il l'aura pas dans la raquette. Et donc, et si possible, et ça je pense que, alors ça ils le disent pas, mais moi ça je l'ai quand même ressenti, et si possible pas à 3 points. Parce que le problème c'est qu'à 3 points, ça optimise le spacing, donc ça va pas. Et donc moi je trouvais qu'ils acceptaient de lui laisser sur en fait, de la zone de long mid, poste haut, tu vois. Du poste haut. Et là par contre, ils attendaient pas qu'il démarre son dribble, c'est en fait, t'as 2 lignes, voire 3 lignes qui se mettent en place, et en mode, bon frérot, t'iras pas dans la raquette, quoi, c'est mort. Et t'es pas non plus à 3 points. Donc du coup c'est... Et effectivement ça a été repris, ouais. Ça a été repris derrière, effectivement, ouais. Et en fait, les conséquences, elles sont terribles pour les Nuggets. Parce qu'il faut se dire que les Nuggets se sont construits sur l'idée que dans les minutes avec Jokic, ils ont une forme de jeu offensif qui est quasi incontrable, mais qui tourne autour d'une solution sur laquelle personne n'a trouvé comment défendre. Et du coup, soit ils sont dans une position où ils se disent, bah du coup, il faut jouer moins avec lui. Et c'est ce qu'ils savent pas faire, on l'a dit, hein, les minutes sans Jokic, c'est difficile. Donc là, ils sont un peu dans une position où, bah, s'ils décident de pas le servir, il faut qu'ils trouvent des shoots autrement. Et s'ils le servent, ça veut dire qu'ils doivent faire des entry pass qui sont très compliqués parce que la défense adverse va pas hésiter à mettre 2-3 joueurs et ça crée 2 choses. Ça crée soit des pertes de balles au moment où ils veulent le trouver. Parce que par exemple, on a beaucoup vanté le fait que Westbrook soit le premier joueur depuis très longtemps qui soit capable de vraiment servir Jokic facilement. Mais c'est aussi un joueur qui a pas peur de faire des passes et qui du coup n'a pas peur de perdre des ballons. Et il en perd beaucoup depuis que cette défense-là est mise en place. Où ça crée des situations un peu stériles, où ils mettent 2 heures à le chercher. Au final, ils le servent, et en fait, ils le servent dans une position où il y a toute la défense qui se jette sur lui, t'as 3 joueurs sur lui, et c'est lui qui perd le ballon. Et donc, du coup, bah, une des conséquences, c'est qu'en plus, tu te fais tuer de l'autre côté parce que tu donnes une transition à l'équipe adverse. Et ça, bah, ça a fait beaucoup de mal à l'attaque de Denver. Et alors, je voulais juste prendre l'idée, hein, c'est que on a vu Denver enchaîner une série de 9-10 victoires en janvier. Sur cette période, ils avaient un offensive rating de 121, hein, ce qui les positionne comme la 2e attaque NBA, ce qu'ils sont de toute façon sur l'ensemble de la saison. Là, sur les 3 équipes qui ont fait ce plan-là, Denver est à 109 d'offensive rating. Et elle perd les minutes avec Jokic, ce qui normalement n'arrive quasiment jamais, quoi. Et en plus, c'est un terrible aveu je sais pas comment dire, mais un terrible désaveu, pardon, pour la construction de l'effectif. C'est qu'en fait, ça multiplie les situations de 2 contre 3, et contre les Lakers, parfois, c'était même des 3 contre 1 à l'opposé, et que les joueurs n'arrivent pas à les jouer. Ce qui montre à quel point, non pas ils sont incapables, parce que c'est pas vrai, moi je préfère rester sur, une fois de plus, cette idée, ça montre à quel point ils sont pas complémentaires, en fait. Et à quel point, en fait, leur qualité s'associe mal ensemble. C'est ça. Et du coup, pour moi, un des trucs, c'est on dit qu'il y a, entre guillemets, il y a une solution finalement à Nikola Jokic. Je pense pas qu'il y ait une solution à Nikola Jokic parce que je pense que ce système-là, il y en a d'autres qui y ont pensé, mais que juste l'année dernière en playoff, le même roster des Nuggets qui n'était pas plus talentueux, on l'a dit, il aurait pu trouver une line-up qui répondait complètement à cette problématique. Je vais prendre un exemple. Dans la série contre les Wolves, on a vu Denver ressortir Justin Holiday qui avait quasiment pas joué de la saison régulière. Et du coup, avec KCP, bah du coup tu pouvais très bien te dire, bah du coup je mets Jamal Murray, je mets KCP, je mets Justin Holiday et MPJ, et en fait là cette défense elle marche plus parce que t'as 4 joueurs qui sont fonctionnels, donc bah ils peuvent prendre ces tirs là. Et là Denver aujourd'hui ils ont souvent des rotations où t'as 2 joueurs qui peuvent pas les prendre. Et donc du coup ça vaut le coup d'avoir 3 joueurs sur Jokic parce que et qu'une fois que tu seras balle en main, une fois que tu as ces joueurs là qui seront balle en main, ils ont pas beaucoup de solutions en fait. Et en fait ça met en avant... pour moi, ça met bien en avant, tu vois, le fait que
que cette équipe, elle est sur un fil en fait. Et elle gagne quand même les matchs contre les équipes moyennes et les équipes faibles parce que, pour toutes les raisons qu'on a dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça te montre à quel point tu es sur un fil. C'est que quand tu joues contre une meilleure équipe, en fait, tous tes trucs qui te permettent de passer du bon côté, très classique, hein, ils descendent un petit peu, notamment l'adresse extérieure. Hein. Cette question de l'adresse extérieure qui est très très haute chez certains joueurs côté Nuggets. Et tu passes du mauvais côté. Et typiquement, si tu prends les matchs contre les 10 meilleures équipes, alors que Denver a la deuxième adresse extérieure de la ligue, il passe 10e équipe à l'adresse extérieure contre les très bonnes équipes. Et je crois qu'ils sont premiers non, ils sont pas premiers à l'adresse dans la raquette. Mais en tout cas, ils passent 24e à l'adresse dans la raquette contre les équipes du top 10. Ouais. Et donc vraiment, les limites structurelles deviennent d'un coup hyper visibles en fait. C'est ça. Parce qu'une des conséquences aussi qu'il y a, c'est qu'en fait, comment tu avais rendu efficace certains arrières des Nuggets, notamment Westbrook et Christian Brown, c'était tu leur donnais beaucoup de ballons via des passes près du cercle parce qu'ils coupent énormément. C'est des joueurs très très dynamiques off-ball. Et là, le problème, c'est que vu que maintenant tu surcharges la raquette parce que tu n'as plus peur des shoots des Nuggets, quand Jokic il veut trouver ses coéquipiers, là pour le coup, il y a beaucoup trop de monde, même pour lui, pour arriver à trouver une pocket pass ou quelque chose. Et donc ces joueurs-là, non seulement ils sont mis dans une position où il faut qu'ils prennent des tirs qu'ils n'ont pas envie de prendre, mais sur les positions qu'ils arrivaient à trouver avant, c'est plus dur de les trouver. Et donc t'as soit tu refuses de faire la passe, soit tu perds la balle. Et donc ça crée de nombreux problèmes en chaîne en fait, ce choix stratégique. Il y a un élément toutefois que je trouve intéressant, alors je change de sujet, hein. Il y a un élément que je trouve toutefois intéressant dans ce qui se passe dans le jeu. Et là je veux bien avoir ton avis parce que tu les vois de toute façon plus jouer que moi. C'est que je les trouve moins dépendants de Jamal Murray qu'ils n'ont pu être par le passé. C'était une équipe qui quand même était forcément très dépendante de Nikola Jokic, mais qui derrière Nikola Jokic comptait beaucoup sur Jamal Murray, déjà pour alimenter Jokic avec la création d'écart, mais aussi pour les minutes sans Jokic. Et on sait à quel point ça n'a jamais marché. Parce que pour le coup, les minutes de Jamal Murray sans Jokic ont toujours été extrêmement mauvaises. Et je trouve qu'ils ont commencé à entamer une forme de transition vers moins de dépendance de Jamal Murray et un basket un peu plus total, pour le coup, qui pour moi qui va plutôt dans le bon sens. Et notamment, elle se traduit par deux choses. Les minutes sans Jokic, Westbrook en fait a presque plus la balle que Jamal Murray, en tout cas en début de possession. Et donc, un des vrais problèmes qu'il y avait avec Jamal Murray, c'est qu'en fait, quand Jokic n'était pas sur le terrain, c'était un cimetière à ballon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il initie l'attaque, puis après le ballon, tu le voyais plus jamais. Et en gros, ça finissait avec un step back à mi-distance, quoi. Donc c'était vraiment tout ce qu'il faut pas. Et donc, tu as plus Westbrook qui a la balle. Et le deuxième joueur qui, pour moi, alimente beaucoup ça, c'est Christian Brown. C'est Christian Brown qui, pour le coup, crée du relais. On est même un peu au-dessus du connecteur. Alors, on est vraiment sur du connecteur top. Pas sur l'initiation encore, mais qui, du coup, tu vois, ça permet d'être moins dépendant de Jamal Murray. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant pour le coup, tu vois. Alors, effectivement, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est transformé en aubaine, c'est que le début de saison hyper difficile de Jamal Murray a remis en tête l'idée qu'en fait, à la base, c'est un combo guard et que c'est un joueur qui est plutôt bon off-ball, qui est même très très bon off-ball. Et du coup, ils se sont dit, ok, en fait, quand on va associer Westbrook et Jamal Murray, ça vaut le coup de donner beaucoup plus la balle à Westbrook ou à un autre joueur et que Jamal Murray, il arrive un peu comme un second créateur ou comme un finisseur. Et donc ça, je trouve ça a apporté des fruits. Et dans les minutes, alors que ce soit avec Jokic ou pas, mais effectivement, le fait que Christian Brown, comme tu le dis, soit un joueur beaucoup plus dynamique que l'était KCP, et notamment que Denver joue beaucoup plus de transition, donc en fait, ça offre aussi beaucoup de tirs plus faciles et de situations plus confortables, fait que il y a une forme de viabilité et une perte de dépendance vis-à-vis de Jamal Murray. Après on pourra y revenir, mais il y a aussi un truc qui est en train de s'enclencher, j'ai l'impression, mais le fait que Denver arrive un peu à trouver une forme de défense très très dynamique dans les minutes sans Nikola Jokic, avec un peu son trio Gordon, Peyton Watson, Zeke Nagy, fait que ça nourrit aussi une attaque de transition et que selon qui tu mets sur le terrain à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour Jamal Murray. Et notamment parce que Jamal Murray est aussi beaucoup plus en forme et enfin arrive à recréer des espaces et enfin arrive à se recréer un tir. Et là, tu retrouves une version plutôt très solide de Jamal Murray. Ouais. On peut passer à la défense. Hein. Moi, sur l'attaque, je sais pas si toi, tu avais d'autres choses à dire sur la partie offensive. Alors, ouais, moi je voulais nuancer un petit truc, aussi de dire que voilà, là on parle de ce plan un peu anti-Jokic qui vient de JJ Redick, qui a que 3 matchs de recul, parce qu'on a vu que vraiment 3 équipes se positionner dessus. Je pense aussi que Denver peut vraiment trouver des solutions à ça, et je pense qu'effectivement le fait que ce soit arrivé en saison régulière, c'est aussi une force pour eux,
parce que ça leur permettra aussi de construire des réponses. Et aujourd'hui, je trouve que le match contre les Lakers, ça a montré aussi que Denver avait été pris de court. Mais je pense que tu peux utiliser Nikola Jokic et notamment son association avec Jamal Murray pour faciliter les choses et en fait te rendre compte là encore de la modularité de l'effectif. Bon, j'avais noté quelques trucs, mais le fait que en fait, tu peux proposer plus de pick and roll du Ouais, coup c'est ce que avec j'allais un dire, il y a Jokic eu en tant très que peu de screener. piques. Exactement. Tu peux lui faire remonter la balle, l'aider à remonter la balle et repartir un peu sur du hand-off. Pareil avec des joueurs qui sont un peu dynamiques balle en main. On a commencé à le voir notamment dans le match contre les Kings. Tu peux faire du pick and roll inversé, notamment avec ces joueurs comme Westbrook, comme Brown, qui sont pas des bons shooters, mais qui sont par contre très dynamiques sur la projection vers le cercle. Tu peux retrouver ton jeu à deux Murray Jokic qui est quand même assez important. Et puis tu pourrais aussi mieux défendre, histoire de faire plus de transition. Et à un moment donné, va falloir s'y mettre. Ouais, Donc je pense que... Ouais, vas-y. parce que pour le coup, alors là, effectivement, on s'était dit qu'il y aurait peut-être une petite troisième partie sur les solutions, mais moi, on peut l'aborder maintenant. Moi, je suis pas convaincu que ça soit un plan viable dans une série de playoffs de prendre un joueur à 3 en préventif, quoi. Enfin, je peux dire, on est quand même en NBA, il y a des coachs qui réfléchissent et il y a quand même des très bons joueurs et ça me paraît pas viable. Et effectivement, moi, le premier élément que je me suis donné, effectivement, c'est le pic, mais c'est aussi tout simplement de mieux jouer des situations de 3 contre 2 et de 3 contre 1. Enfin, à long terme, les situations de 3 contre 1, j'ose imaginer que t'es gagnant. Faut-il effectivement suffisamment bien défendre? Parce qu'en fait, l'enjeu autour de ça, c'est juste d'avoir une attaque suffisamment bonne pour être profitable à ta défense qui devrait être bonne. Donc, c'est un équilibre. Enfin, c'est une somme, plutôt, voilà, c'est plus qu'un équilibre, pardon, Ouais. que tu vas trouver. Et donc effectivement le pick and roll est une solution. Contre les Lakers je pense que c'est compliqué parce que les Lakers sont vraiment très très bons pour gêner le porteur sur le pick et couper la relation. C'est ce qu'ils font très très bien pour l'instant. Mais effectivement il y a des solutions qui peuvent être trouvées, ouais tout à fait. Et voilà, non mais effectivement, oui, même dans la modalité de l'effectif dont on parlait tout à l'heure, et après j'arrête là-dessus, mais par exemple, ça veut peut-être dire aussi que ouais, tu peux sortir ou en tout cas réduire les minutes d'un joueur dans les séquences avec Jokic, et par exemple te dire, ok, Westbrook, je vais moins le faire jouer, mais par contre, Jalen Pickett qui lui a un shoot et qui est un très bon cuisse basket, je peux l'utiliser dans ces séquences-là et ça peut le faire, tu vois. Donc, Ou Julian Strawther, ouais. mais le problème c'est qu'ils sont trop mauvais de l'autre côté du terrain et on va parler de la C'est défense ça. parce que c'est ça en fait le problème, c'est que t'as des joueurs, t'as des vrais profils players en fait et donc et ça C'est peut ça. devenir assez compliqué. La défense historiquement en fait, on parle souvent de Denver pour son attaque, mais la réalité c'est que Denver a beaucoup construit ses succès sur la défense aussi pour le coup. Et de toute façon, pour être une top équipe NBA, vous n'avez pas le choix. Pour construire un net rating de plus 8, plus 9, ça ne peut pas passer que par l'attaque. Ça doit forcément aussi passer par la défense. Et pour le coup, cette saison, la défense, est-ce que je peux dire qu'elle s'est effondrée? Pas Ouais, loin il quand y a même, quand hein. même une chute très notable. Ouais. Il y a du mieux, mais ça reste quand même. Il y a des choses qui vont vraiment pas, quoi. C'est la 20e défense de la ligue. J'ai pas la stat de l'année dernière, mais je pense que l'année dernière, ils devaient tourner autour de la 10e. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'ils vont être capables En en étant, playoff de passer un cap et de la monter pour retrouver la top défense qu'ils avaient? La réponse a été plutôt non, Oui. mais ils étaient déjà en saison régulière nettement meilleurs que cette année. Où cette année, c'est vraiment pas bon défensivement. C'est quoi le Ouais, problème en alors, défense? l'année dernière, en fait, pour moi, voilà, Denver était toujours une top défense qui faisait pas les efforts en défense de transition, mais qui était encore dans le top 5 en défense demi-terrain. Et on en avait parlé d'ailleurs tous les deux en podcast, et en preview, notamment, je crois, de la série contre les Lakers, et où je lui avais dit, je pense que quand même leur problème de transition, c'est un problème d'effort. Et on avait vu, notamment contre les Lakers, qu'effectivement, quand ils mettaient les efforts, en fait, c'est toujours une bonne défense de transition. Parce que cette année, par contre, ils sont à des années-lumière de montrer être en position d'être. Et c'est vrai que là, voilà, déjà, ils sont moins bons sur demi-terrain. Et je pense que voilà, les pépins de Gordon et le niveau du Jokic en défense cette année sont quand même pas mal ciblables. Il y a aussi effectivement le switch Brown-KCP dont on parlait. Mais par contre, sur transition, vraiment, c'est catastrophique. Et il y a des matchs où tu as l'impression que ils font pas les efforts du tout, ils reviennent pas, ils sont trop lents. Le box-out, il n'est pas fait, que ce soit du coup quand ils reviennent en défense, comme sur de la défense demi-terrain. Donc ouais, là pour le coup, je ne sais pas si c'est un problème global d'effort ou si l'équipe elle a vraiment chuté à ce point bas que ça va être difficile en fait de revenir à un niveau plancher suffisant pour les playoffs.
Juste pour remettre en contexte la défense l'année dernière par rapport à cette année. L'année dernière, sur demi-terrain, vous étiez la 5e meilleure défense de la ligue, avec 96 points encaissés pour 100 possessions. Et cette année, vous êtes 16e. Et vous vous rapprochez dangereusement des 100 points par possession, ce qui sur demi-terrain est vraiment énorme. Surtout quand déjà de base, t'es une mauvaise équipe, t'es une mauvaise équipe de défense de transition. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir pourquoi cette défense, elle a plus de mal sur demi-terrain. Moi, je pense qu'il y a un premier point que j'aimerais qu'on évoque, c'est l'axe 1-5 qui, pour moi, est extrêmement ciblable. Donc, l'axe 1-5, c'est Murray Jokic, on va dire, sur le 5 majeur. Je vais commencer avec Nikola Jokic et je te laisse réagir. Déjà, je trouve qu'il est très ciblé. Il est très très ciblé défensivement et il est notamment ciblé un peu différemment de par le passé. J'ai l'impression que les équipes ont compris que la meilleure façon d'attaquer Jokic, c'était peut-être pas tant sur le pic, où c'est pas spécialement difficile, mais c'était peut-être pas tant sur le pic, mais c'était plutôt de l'impliquer en fait sur du jeu un peu loin du ballon, sur des switches défensifs ou tu vois de la gestion de switch. Ou alors là, et moi je le trouve mais catastrophique, mais vraiment catastrophique. C'est-à-dire que, en gros, tu as un premier écran loin du ballon, ça va, il comprend à peu près ce qui se passe. Il y en a un deuxième, il lâche. Mais bon, il est tellement responsabilisé en attaque qu'au bout d'un moment, on parle souvent de l'énergie des joueurs, mais il faut bien penser aussi à la question de la concentration. C'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas. Et j'ai l'impression qu'il est pas mal ciblé là-dessus et qu'il a beaucoup de mal. Et l'autre élément sur lequel il a du mal, c'est le pic, où franchement, on n'est pas loin d'une situation où s'il n'y a pas contre ou interception, d'ailleurs il est très bon sur l'interception, s'il n'y a pas contre ou interception, il y a panier systématiquement. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un biais visuel à ce niveau-là, qui fait que comme du coup il a vraiment pas de capacité à décoller pour aller au contre, ça paraît encore plus facile, tu sais, et tu te dis, ah ouais, à chaque fois que ça rentre en fait, mais il fait même pas l'effort. Ou si effectivement c'est à ce point effectivement un énorme différentiel entre l'adresse que tu vas avoir sur ce joueur versus un autre joueur au même poste. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, sur le pic, on le sait. La réponse de Denver, ça peut être du edge, du hard edge. Mais le fait est que si tu fais ça cette saison, j'ai l'impression que là où avant tu avais on va dire un Ron Gordon qui était un peu au sommet défensivement, et tu avais quand même KCP qui était aussi très bon dans cette défense proche du cercle, et tu avais toujours un peu peur qu'il arrive à provoquer une charge ou quelque chose comme ça. Là, par exemple, le truc tout con, c'est que quand tu attaques Christian Brown cette saison, Christian Brown, là, pourtant c'est un bon défenseur, mais la traversée des écrans, il n'y arrive pas du tout, Ouais, quoi. je suis d'accord. Et du coup, Jokic se retrouve hyper exposé. Et effectivement, oui, je suis d'accord. Alors autant il a des super mains et quand il fait beaucoup d'interceptions, mais le problème c'est qu'en fait, les interceptions, c'est 2 par match. Et donc tu as encore une quinzaine, une vingtaine de situations défensives où là, par contre, il n'arrive pas trop bien à contester et où ouais, c'est flagrant qu'il fait moins aussi d'efforts et qu'il a peut-être moins de mobilité que les années précédentes. 22e équipe à la protection de la raquette pour le coup cette saison, donc ce qui est pour le coup vraiment très mauvais. Et je pense que on regarde souvent beaucoup de stats, on vous parle souvent de beaucoup de stats. Celle-ci pour moi c'est une des plus majeures. Ton niveau de défense de la raquette, tout dépend tellement de ça en fait aujourd'hui dans la NBA. La qualité de ce que tu vas faire en termes d'aide, ce qui va du coup générer du close-out, etc., etc. Et vous allez voir, on va dérouler. En fait, on est mauvais sur tout en fait côté Denver pour le coup en défense. Parce que l'autre élément, c'est la capacité, tu l'as déjà commencé à l'évoquer avec Christian Brown, à ralentir le porteur de balle. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce que pendant longtemps, Denver pouvait mettre KCP sur le meilleur attaquant adverse qui, à minima, te permettait soit de forcer l'équipe adverse à aller gérer un écran, 2 écrans et donc perdre du temps pour attaquer le pic. Ce qui te fait toujours gagner du temps, ce qui est très très bon quand tu défends, de gagner du temps, enfin de faire perdre du temps à l'adversaire, soit même tout simplement de défendre le porteur. Aujourd'hui, ils l'ont plus ce joueur. Mais alors, ils l'ont plus, il n'en existe pas un dans l'effectif qui peut le faire, quoi. C'est-à-dire que quand tu prends Christian Brown, la circulation d'écran n'est pas bonne, Strawther, c'est une catastrophe en défense. Et le dernier, parce qu'il joue beaucoup, donc forcément on va en parler, c'est Jamal Murray, que je trouve énormément ciblé, qui est énormément ciblé pour le coup. Et je le trouve catastrophique. Je l'ai jamais trouvé très bon, mais je pense que là, on a fait le jeu avec Paul il y a pas longtemps de dire, je sais plus si le podcast est déjà paru, de dire si c'était pour Rob Dillingham, pour dire quels sont les meneurs NBA qui défendent moins bien que Rob Dillingham dans les meneurs titulaires. Et j'avais dit il y a peut-être que Trae Young, mais je suis pas sûr qu'en fait Jamal Murray défende mieux que Trae Young.
Ouais, alors moi j'avais tendance à considérer que pour le coup Jamal Murray était un peu sous-considéré pour sa défense. On avait tendance à considérer qu'il était très mauvais, alors que en vrai quand il voulait, c'était plutôt honnête. Et là, je suis d'accord que cette saison, lui aussi, de ce point de vue-là, je sais pas s'il y a une régression ou s'il y a un manque d'effort, mais c'est hyper flagrant. Et oui, ça contribue à cette défense. Et quand tu disais avant, il y avait KCP, il faut rappeler que l'année 8, il y avait KCP et Bruce Brown, qui étaient plutôt très bons dans le registre. Et là, ouais, t'as plus ces joueurs-là. Et si on repense à la série, par exemple, contre les Wolves, qui était en vrai une très très bonne série défensive des deux équipes, hein. Parce que les Wolves aussi ont vu leur efficacité offensive drastiquement chuter. Par exemple, sur un Anthony Edwards qui a fait des cartons offensifs pour autant, je vous invite à aller voir les séquences défensives de KCP où tu te disais, putain, quand même, il arrive à traverser un écran comme si c'était de l'eau. Et là, quand je vois la différence avec Christian Brown, c'est le jour et la nuit, quoi. Et c'est aussi vrai pour Jamal, c'est aussi vrai la plupart du temps pour Westbrook, qui lui est enfin, il est plutôt ok sur la défense on-ball et très mauvais sur la défense off-ball, mais là même on-ball, en vrai, c'est pas terrible. Donc ouais, il y a pas un profil de défense sur le point of attack qui est honnête, quoi. Et donc, forcément, ça crée la question de la vitesse à laquelle on arrive dans la raquette. On en a beaucoup parlé l'année dernière quand on parlait de Milwaukee, notamment, et de pourquoi Milwaukee avait chuté sur la capacité à défendre le cercle. Vous le trouvez aussi sur les pull-up à 3 points. Et surtout qu'il y a un peu de edge, mais enfin, bon, Jokic, la majeure partie du temps, il défend quand même en drop. Et Oui, là, maintenant, pour le oui. coup, on se retrouve avec beaucoup de tirs ouverts, en fait, sur le pic, qui rendent pas mal, puisque, pour le coup, ils protègent plutôt mal cette situation-là côté Denver. Et donc, tout ça va créer une situation où, en fait, vos joueurs principalement impliqués sur le pic ne sont pas en capacité de défendre seuls. Donc, qu'est-ce qui se passe? Classique, la défense, elle se contracte. Et donc, quand la défense, elle se contracte, ça occasionne ce qu'on appelle des kick-outs, donc c'est des ressorties à 3 points. Et donc, c'est typiquement, par exemple, reprenons encore le cas des Lakers, par exemple, les Lakers sont beaucoup là-dedans, pas de protection de cercle, parfois Austin Reeves ciblé, donc beaucoup de contraction de la défense, et beaucoup de kick-out, et qu'est-ce qui se passe à 3 points? Et donc, ça pose la question de la qualité des close-out. Troisième élément important de la défense. Et là encore, on n'y est pas du tout. Là encore, on n'y est pas du tout. On n'a pas des joueurs qui sont en capacité de faire des bons close-outs. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a souvent un peu de retard. Et donc, le shoot sur le kick-out est plutôt un bon shoot. En témoigne d'ailleurs, j'ai essayé de trouver une stat qui pourrait nous parler un peu de la qualité des close-outs. Je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est la qualité des catch and shoot en tir ouvert et pas en tir très ouvert, en tir ouvert sur le site de la NBA. Je vais dire, faites-moi confiance. C'est l'équipe qui concède la pire efficacité sur ces séquences-là, avec 37% de réussite sur ces tirs ouverts-là. Et donc, ils sont très mauvais là-dessus. Donc là, vraiment, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va, et tu as même ajouté la transition défensive. Ouais, et d'ailleurs pour compléter, je pense qu'il y a un choix stratégique en plus, parce que Denver était très très bon pour défendre le 3 points les saisons précédentes. Autant la défense de la raquette, ça a jamais été un must, mais le personnel individuel fait que tu t'en sortais pas plus mal. Mais en fait, j'ai l'impression que cette année, ils se sont dit, ok, vu que le personnel est moins bon, il faut qu'on fasse les efforts, effectivement, pour essayer de mieux protéger la raquette. Ça ne fonctionne pas, d'une part. Mais en plus, du coup, tu le payes sur ta capacité à box out, à faire les close out. Et du coup, finalement, t'es mauvais dans les deux, quoi. Et vu que, comme tu dis, tu rajoutes aussi la transition sur laquelle, mais alors là, mais c'est terrible. Cette défense, elle est extrêmement exposée. Et du coup, Denver doit gagner par un niveau de domination offensive qui, je pense, de toute façon, on le sait, il vaut mieux avoir un bon équilibre entre les deux. Et là, Denver est passé dans une situation où la défense, elle est trop basse, quoi. Elle est trop basse. Et l'attaque n'est pas si bonne que ça contre les équipes du top 10 en plus, pour le coup. Donc, elle est bonne, Ouais. hein, mais elle est pas spécialement élite contre ces équipes-là en plus. Donc vraiment, t'es sous pression, quoi. De toute façon, t'es pas en 3-13 pour rien, hein. Oui, oui, après je pense qu'il faut aussi relativiser la situation de début de saison où tu étais mauvais contre tout le monde. Alors oui, tu gagnais contre les mauvais, mais tu gagnais dans le dur. Et du coup, contre les bons, bah oui, en plus tu perdais. Là récemment, en fait, tu as des très mauvaises séquences, mais tu restes, je trouve, plutôt honnête généralement dans les secondes mi-temps. Donc à voir ce que ça donne. Mais bon, oui, de toute façon, le net rating est catastrophique. Je pense juste qu'il est peut-être empiré par le début de saison quand même, au global. Euh, donc ça crée une situation en défense effectivement qui est un peu emmerdante, sur laquelle tu vois pas trop les solutions.
Allez, Peyton Watson est un peu blessé de temps en temps, mais enfin, il a quand même joué 50 matchs en finale. Hein. Il a pas non plus. On a l'impression qu'il est tout le temps blessé, mais pas tant que ça en fait. Non, Euh, non, il était là. Il y a juste Nagy où effectivement tu as évoqué la possibilité d'un petit up via Nagy qui pourrait peut-être un peu aider, au moins sur la protection de cercle. Puis il a quand même une bonne mobilité, donc il peut faire un peu de protection de cercle et de close-out. Mais la situation est pour le coup un peu alarmante. Il y a un dernier élément dont on a un peu discuté d'ailleurs en préparation du podcast, qui pour moi explique aussi pourquoi ils ont quand même malgré tout des résultats qui sont plutôt bons. C'est qu'ils ont un des 2 seuls joueurs de la NBA qui est capable de contrôler le tempo et de maximiser ton contrôle du tempo à mort. C'est évidemment Nikola Jokic. Je pense que le deuxième, c'est Luka Doncic. Et en fait, quand vous avez ce genre de joueur-là, c'est ce qu'on se disait avant, l'intérêt que tu as, c'est que tu as une capacité du coup à minimiser tes temps faibles et à maximiser tes temps forts, qui est assez impressionnante. Et c'est pour ça, sans doute, que quand vous regardez jouer Denver, vous avez l'impression, franchement, quand tu regardes contre Boston la semaine dernière, même contre OKC là, t'as l'impression qu'ils sont vraiment pas bons. Et malgré tout, ils sont dans les matchs. Mais enfin, moi, ils les terminent pas. Tu le payes quand même sur la fin des matchs. Quoi. Ouais, bah disons que bon, contre Boston, tu passes pas loin, alors que bon, t'étais quand même, tu avais pris un sacré raclé sur la première partie de match. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, et c'est ce qu'on disait, il y a un truc très fort avec Denver et qui faisait partie de leur succès les 2 saisons précédentes, qui était que au moment où tu accélérais, tu maximisais à tel point les minutes que tu dominais que tu arrivais à retourner des matchs, alors que des fois tu avais 15-20 points de retard à l'entrée du 3e quart-temps. Et tu finissais effectivement à l'entrée du 4e quart-temps à être pas si loin et à gagner tes rencontres. Et là, cette année, le problème c'est que ta défense est à ce point affaiblie que du coup ça suffit plus. Et du coup, on en parlait juste avant, parce qu'à un moment où on enregistre, en fait, il y a le premier OKC Nuggets. Et de ce que je vois du score, visiblement Denver a explosé dans le 4e quart-temps, je crois. Il vient de me Et spoiler. donc, Terrible. pardon, Je viens de excuse-moi. me faire spoiler. Mais donc encore, ils ont Et encore donc, explosé comme ils à l'avaient fait voir, contre Boston, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Et effectivement, l'année dernière où tu étais vraiment l'équipe ultime dans le clutch, bah ça marchait parce que tu avais aussi ton plancher défensif qui était encore plutôt haut, quoi. Et là, j'ose imaginer quand on va regarder le match après l'enregistrement, la défense a un peu pris l'eau, quoi. Oui, et puis vous pouvez être enfin, c'est pas surnaturel en fait, le fait d'être une bonne équipe dans le clutch. Je pense que quand tu es une bonne équipe dans le clutch, c'est aussi parce que structurellement ton équipe marche en fait. Ce que tu tentes de faire marche et que par contre tu as des joueurs qui ont peut-être une capacité d'exécution en clutch qui est un peu supérieure au reste du temps, ça pourquoi pas. Mais quand structurellement ça n'a pas de sens, bah, dans le clutch ça se voit. Ça se voit parce que l'équipe adverse elle va monter un peu son niveau de concentration, tu as moins de petites erreurs, en plus ils sont super bons pour exploiter les erreurs. Parce qu'il les tient souvent dans les matchs et du coup tu le payes quoi. Juste sur la défense, il y a juste un tout petit truc que je voulais dire que j'ai zappé. Je trouve par contre que Michael Porter Jr. dans le prolongement de sa fin de saison dernière, bah, je trouve que défensivement c'est pas si mal, notamment sur un rôle de dead dans la raquette, un peu que sur ça, hein, mais je trouve ça pas Ouais. si mal là-dessus. Ouais, lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté haut et bas, à l'image de l'effectif en fait au global, qui est assez dur à comprendre en réalité cette saison, dans l'intensité qui est mise et dans la cohérence défensive. J'ai en tête vraiment, je crois que c'est le match qui m'a traumatisé cette saison. C'était contre les Cavs où en fait, t'avais l'impression que t'avais une équipe qui jouait avec en 1x5 en termes de vitesse par rapport à l'autre et où t'avais mais aucune rotation qui était faite. En transition, t'étais jamais là. Et où tu te dis, ah ouais, il y a des matchs où l'équipe adverse, elle dépasse complètement le niveau d'intensité et de sérieux de Denver et c'est assez flagrant, quoi. On s'était Voilà. dit, est-ce que Denver est encore un contender? Ils sont beaucoup mis dans le top 5 des power rankings dernièrement. Est-ce que pour toi, du coup, Denver est encore un contender? Alors, en fait, je pense qu'il y a 2 questions là-dedans. Il y a la notion de cette saison, tu es où, qui je trouve est très difficile à. C'est une réponse qui est difficile à donner. Je pense que Denver cette année n'est vraiment pas un contender dans la mesure où, en fait, il faut gagner 4 séries et que enfin, tu as trop d'équipes qui vont être capables, je pense, de te faire payer ton niveau défensif et exploiter ton manque de structure. Donc, je dirais à court terme, ouais, tu as pris un sacré coup par rapport à ce que tu étais il y a 2 ans. Et par contre, là où certains pourraient se dire, bon, bah en fait, ça y est, l'effectif, il est vidé de sa substance et pour Denver, ça va être dur de remodeler l'effectif. Je pense qu'en fait, ils sont pas si loin d'être cohérents. Ils sont à 1 ou 2 profils de redevenir Ah extrêmement oui, donc dangereux, plutôt pour l'année prochaine, du coup. plutôt pour l'année prochaine. Voilà, c'est Ok. ça.
Ok. Donc effectivement, si tu peux remodeler l'effectif, ouais, je me dis, tu vois, il suffit d'une bonne opération comme tu avais fait avec un Bruce Brown ou d'un trade qui est un petit peu bien senti, parce que tu as de la profondeur et que tu peux en sacrifier un ou deux dans le lot, et d'un coup tu redeviens une top team. Voilà, mais c'est vrai que, ouais, là, il y a deux gros problèmes quand même. Bon, sachant que ton GM, c'est pas le roi des trades non plus, hein, pour le coup. Non. Mais bon, en 2023, il avait fait le taf, donc sait-on jamais. À l'époque, tu sacrifies Will Barton et Monte Morris et tu récupères KCP et tu vas chercher Bruce Brown sur un coup de chance et tu deviens une équipe incontournable. Donc des fois, ça se joue pas à grand-chose, hein. Ça se joue pas à grand-chose. Moi, sur cette saison, je m'as plus de mal à me projeter sur la suite, mais sur cette saison, je suis plutôt inquiet, voire très inquiet pour Denver. Je pense qu'on n'y est pas du tout sur le profil d'équipe nécessaire pour. Je vais même pas parler d'être contender parce que je pense vraiment que Boston, Cleveland et OKC ont une marge sur le reste qui est assez impressionnante en fait. Ils sont pas un peu meilleurs, je pense qu'ils sont vraiment beaucoup beaucoup meilleurs. Mm. Et tu vois, même les équipes qu'on met un peu. Enfin, tu vois, on a parlé de Memphis il y a pas longtemps, hein, je pense que c'est très loin de ça. Bon, les Ah Lakers, oui, on va voir, mais je pense que c'est encore quand même très c'est loin de loin aussi, ça. je pense. Ouais, Mm. je pense que les Warriors aussi. Donc déjà, ils sont deuxième chapeau. Et je pense même que dans le deuxième chapeau, c'est pas les meilleurs, Denver. Je pense que, tu vois, imaginons qu'ils finissent deuxième, que tu tapes un play-in ou en fait, sortie play-in, c'est Minnesota. Je suis pas sûr que ça soit facile à sortir en fait, alors que Minnesota a plein de soucis. Imagine, tu finis troisième, tu joues les Warriors. Moi, je suis pas convaincu que ça passe, hein. Je suis vraiment pas convaincu que ça passe. À mon avis, t'es pas à l'abri d'une sortie au premier tour. C'est pas genre mon contexte numéro un. Je pense que contexte numéro un, si tu te fais éliminer tranquillement au deuxième tour. Au deuxième tour, ouais. Ouais, Mm. tu te fais éliminer au deuxième tour. Peut-être contre les Lakers, tu vois, typiquement, qui pourraient finir troisième. Je pense que c'est une vraie possibilité. Ou les Warriors, imaginons que ce soit, tu vois, Lakers Warriors au premier tour. Mais j'ai presque tendance à penser que ça pourrait être bien pour eux de se faire éliminer au premier tour. Pour un peu, tu Ouais. vois, parfois ça a cet avantage de mettre un peu tu sais, le coup de pied dans la fourmilière, quoi, et te rendre compte qu'en fait, il faut vraiment changer des trucs, quoi. Ouais. Alors que ça aurait déjà pu être le cas l'année dernière, je pense. Je pense que la défaite contre Minnesota aurait dû te dire ah ouais, non, mais en fait, on va pas dans le bon sens là. Là, en fait, on va pas dans le bon sens parce que par moment, tu te demandes si cette équipe elle est moderne. Alors, il y a eu quand même un changement structurel. Je pense que Christian Brown te donne une espèce de perspective à moyen terme qui est intéressante pour jouer un peu plus vite notamment et un peu plus basket total. Mais effectivement, quelques changements peuvent avoir à devenir après. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'en fait, l'élément majeur, oui, c'est d'arriver à trouver des profils qui sont à la fois des bons défenseurs, notamment sur le point of attack, et qui ne soient pas non plus en contrepartie des non-shooters, tu vois. C'est pas d'aller chercher un Josh Okogie, par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais Parce j'étais qu'il a assez bien le profil. Il a surpris bien de. le profil à finir Il a, chez bien- vous. il a grave le profil, et j'étais impressionné que ce mec-là, il arrive encore à être en NBA, alors que le fait qu'il soit à ce point nul en attaque, ça devrait normalement te le sortir de toute rotation, tu vois. Et donc, ouais, je suis d'accord avec toi que normalement il y aurait dû avoir réaction l'année dernière. Après, je pense que le contexte de changement de CBA a fait que c'était Ouais. difficile d'être dans ce truc de OK, il faut minimiser notre masse salariale et en même temps être ambitieux. Et je pense que Calvin Booth, de toute façon, croit énormément en ses capacités à la draft et croyait un peu, tu vois, en ses Julian Strover, en ses Christian Brown, et pas forcément à tort, je trouve, hein, tu vois, même en ses Jalen Pickett. Maintenant, bon, je pense que oui, je suis d'accord avec toi qu'une gifle leur ferait du bien. Je suis pas convaincu qu'ils soient pas capables de passer deux tours non plus, tu vois, d'une certaine manière. Parce que, comme tu dis, il y a vraiment un chapeau avec OKC à l'ouest qui, à mon avis, est tout seul. Et après, que ce soit Memphis, que ce soit les Lakers, que ce soit les Warriors, etc. Oui, ça peut être difficile, mais je les vois aussi capables de gagner ces trois séries-là, quoi. Elle est terrible cette conférence Ouest parce que t'as l'impression que c'est la course Et à que les qui. Wolves. Les Wolves, j'ai peur. Mais ouais. Mais je trouve elle est terrible cette conférence Ouest parce que t'as l'impression que c'est la course à qui va se faire défoncer 4-0 en finale de conf par OKC quoi. C'est à Et en 4-0 même temps, j'abuse, je rigole mais. non, mais il faut se rappeler que c'est aussi cette équipe qui a perdu contre Dallas l'année dernière, alors qu'on pensait qu'il y avait aussi un fossé entre les deux, hein. Et notamment parce que y a cette notion là, je trouve, de contrôle du rythme qui est peut-être le point sur lequel ils sont à aller chercher au KC. Et bah, c'est Luka Doncic qui l'a fait l'année dernière avec Dallas. Et je reviens là-dessus, quoi. Je pense que ces deux joueurs qui ont ce profil-là de contrôle extrême du rythme, c'est Nikola Jokic et Doncic. Je pense que Doncic l'a encore plus que Jokic parce que c'est un meneur de jeu, mais que c'est les deux qui Ouais. l'ont le plus, quoi. Et tu vois, je trouve qu'il y a un truc très cool dans la NBA actuelle, qu'il n'y avait pas, je trouve, il y a juste 5 ans, qui est que la NBA a quand même réussi à faire en sorte que le très très haut soit quand même plus bas.
Et que de fait, tu sais, quand tu arrives en playoff, il y a une forme d'incertitude sur, ok, il y a des équipes qui sont quand même nettement au-dessus, mais tu as l'impression que, voilà, si ça se passe mal sur l'adresse, si ça se passe mal sur un schéma tactique versus un autre, bah il y a une porte ouverte à des surprises, et je trouve que ça, c'est plutôt plaisant quand même. Voilà, On en reparle quand OKC aura cumulé dans les 2-3 prochaines années encore 5 joueurs de top 10 de draft. Et on verra si c'est toujours le cas ou alors carrément à tout balarguer pour récupérer Giannis Antetokounmpo. Puisqu'ils l'ont toujours pas fait d'ailleurs. Ils ont toujours pas fait ce putain de trade qu'on attend là. Mais il faut mais qu'ils surpayent un joueur. Hein? Tant il gagne 100. Tant il gagne 100, t'imagines? Bah ouais, c'est un T'imagines peu la flippant, perspective à 8 ans s'il gagne 100? C'est flippant, c'est un peu flippant. Ouais. Mm. On verra ce que ça donne. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. On est curieux de savoir ce que vous pensez de cette équipe de Denver. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions en commentaire ou à donner votre avis. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour échanger. Et puis surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.